Dans cette vidéo, je vais te parler de 7 types de portefeuilles à horizon d'investissement long terme pour que tu puisses te rendre compte de l'ensemble des possibilités qui s'offrent à toi pour faire travailler ton capital. Ton objectif sera d'identifier les portefeuilles qui te conviennent le plus et d'adapter ta stratégie d'investissement selon ton profil de risque. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur en finance de marché et ancien trader en salle de marché, qui t'explique en vidéo des raisonnements financiers pour investir ton argent dans les meilleures conditions. Allez, c'est parti, on commence avec le premier portefeuille, un portefeuille à dividendes. Celui-ci permet d'avoir des cash flows réguliers. On peut le voir comme un portefeuille typique du rentier. Son principal avantage est de permettre de te verser des revenus réguliers, qui proviennent d'entreprises bien développées et matures. Avec ces entreprises, on peut avoir une vision très claire sur leurs bénéfices futurs, qui leur permettront d'assurer le versement de tes dividendes futurs. Pour en savoir plus sur ce type de portefeuille, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Devenir rentier avec les dividendes. Le lien est dans la description. Si on compare le portefeuille à dividendes avec d'autres portefeuilles, on s'aperçoit que sa principale faiblesse réside dans le fait que ces cash flows sont une prise de bénéfices forcée et donc potentiellement taxés, ce qui n'est pas optimal pour un jeune actif qui veut faire croître son patrimoine en France par exemple. Et du coup, c'est un portefeuille qui est plus adapté pour ceux qui veulent vivre d'une rente ou encore compléter leur retraite. Pour comparer les performances de ton portefeuille personnel de dividendes, la plupart des investisseurs comparent avec des performances de référence, comme l'obligation du 10 ans américain ou allemand, mais surtout avec les dividendes moyens versés par les 100 plus grandes entreprises US ou européennes qui versent des dividendes. Certains vont jusqu'à aller comparer les dividendes d'un secteur de son portefeuille aux dividendes moyens de ce secteur donné. Par exemple, pour les pétrolières, on comparera avec l'ETF XLE. En comparant différents indicateurs comme le payout ratio, les dividendes moyens de ces entreprises, la performance en rentabilité passée, etc. Ainsi, chaque année, ils évaluent s'ils ont surperformé ou non leur indice de référence. Passons maintenant au portefeuille dit d'actions à forte croissance, ou encore dit growth en anglais. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une action à forte croissance? C'est tout simplement une entreprise dont on peut anticiper une croissance future de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices supérieurs à 20%. Ces entreprises réinvestissent leur cash pour faire croître davantage leur part de marché, augmenter leurs marges, développer de nouveaux produits, services, en investissant dans leur recherche et développement. Disons qu'aujourd'hui, ça ne t'aura pas échappé, nous sommes passés sur ces dernières décennies d'une ère industrielle à une ère technologique. Tu comprends bien donc pourquoi on retrouve de nombreuses actions à forte croissance dans le secteur technologique, notamment sur l'indice américain, le Nasdaq, qui recense les plus grosses entreprises technologiques en termes de capitalisation boursière. Le principal avantage de détenir des actions de type croissance, c'est que leur prix augmente au fur et à mesure qu'elles augmentent leurs bénéfices année après année. Elles permettent donc de faire croître ton patrimoine sans prise de bénéfices. Elles ne versent généralement pas de dividendes ou très peu, donc moins taxées, car la croissance de son capital n'est pas taxée. C'est donc une stratégie de portefeuille qui est plus adéquate pour les profils de jeunes actifs, qui ont un horizon d'investissement supérieur à 10 ou 20 ans. Bien sûr, il y a aussi des risques court terme sur ce type d'action. En cas de déception forte sur les bénéfices de cette entreprise, ou si elle se retrouve dépassée par une nouvelle entreprise concurrente par exemple. Pour comparer ses performances au marché, les investisseurs d'actions de type croissance utilisent les indices de référence sectoriels. Par exemple, pour un portefeuille de croissance technologique, on comparera avec les performances du Nasdaq 100, en regardant l'EPS, EPS, qui est un ratio de comparaison des bénéfices des entreprises par action, ou encore le PER, qui est un ratio de la capitalisation de l'entreprise sur ses bénéfices. Tu peux le voir comme le nombre d'années qu'il faut à une entreprise en bénéfice pour repayer sa capitalisation boursière. Et, comme les variations de son prix sont importantes, il est intéressant de comparer ce qu'on appelle la volatilité explicite. C'est une mesure historique dans le passé de la variation d'un prix d'un actif. Ainsi, on compare le rendement et le risque passé-prix. On peut également comparer le ratio des deux. On appelle cet indicateur le Sharpe ratio. Mais on verra tout ça dans une prochaine vidéo. Voyons maintenant le portefeuille de style valeur, dit value en anglais. Qu'est-ce qu'une action de type valeur? Ce sont tout simplement des actions dont le prix est décoté sur les marchés par rapport à la valeur que vaut vraiment l'entreprise, aussi appelée valeur intrinsèque. C'est souvent le cas des entreprises qui ont déçu les investisseurs dans leur dernière publication de résultats et qu'on pourrait identifier comme ayant tout de même un potentiel d'être capable de se relever. On peut voir ce type d'investissement comme de la recherche de bonnes affaires dans un marché en solde. Sur le long terme, trouver des entreprises qui sont dévaluées et qui rebondiront peut-être est très difficile. Et pour ne rien te cacher, c'est le cas, c'est difficile à trouver. Les analyses requises pour pouvoir déterminer si une entreprise est sous-évaluée ou non sont complexes et prennent du temps. C'est d'ailleurs le style d'investissement de Warren Buffett, qui est considéré comme le meilleur investisseur vivant de notre époque. Bien sûr, le fait que ce soit un exercice difficile implique que ce n'est pas vraiment un portefeuille recommandé à ceux qui débutent et n'ont pas beaucoup de temps à y passer pour se former sur ce sujet.
et analyser les entreprises du type valeur. Les investisseurs qui souhaitent évaluer la performance de leur portefeuille de type value compareront face aux indices de référence. Par exemple, le S&P 500, les 500 plus grandes capitalisations US, ou encore l'Eurostoxx 50, les plus grandes capitalisations européennes. Passons au portefeuille ETF. Qu'est-ce qu'un ETF? Un ETF est un produit financier qui réplique les performances d'un groupe d'actions, d'obligations, d'indices, entre autres produits financiers. Tu peux voir l'objectif derrière un achat d'un ETF comme étant celui de tenter de reproduire les performances d'un indice comme le S&P 500. Pour délivrer cette performance, les fonds qui proposent ces ETF prélèvent un frais qui peut d'ailleurs impacter significativement la performance de cet ETF. Le prix d'entrée d'un ETF est plus faible en termes de montant à investir et de frais que d'acheter l'ensemble des 500 actions du S&P 500 par exemple. Ce qui permet à des investisseurs qui ont peu de capacité d'investissement ou peu de temps à passer sur les détails des entreprises de s'exposer tout simplement à la croissance d'une partie d'un indice comme le S&P 500, en y passant le moins de temps possible, quitte à payer un frais pour détenir cet ETF. C'est typiquement une bonne stratégie d'investissement pour de jeunes actifs qui n'ont pas le temps de s'intéresser au marché financier et qui ont une capacité d'investissement inférieure à 500 € par mois par exemple. Intéressons-nous maintenant au portefeuille d'obligations. Qu'est-ce qu'une obligation? Pour faire simple, une obligation à taux fixe permet de prêter une partie de son capital contre un cash flow récurrent jusqu'à échéance, où l'investisseur récupère son capital, plus les intérêts, qu'on appelle les coupons, et ce, tout le long de la vie de l'instrument. Elle peut être proposée par un État pour financer sa dette, ou par des entreprises pour financer leur développement. Dans un contexte de taux relativement élevé aux États-Unis, on peut trouver des obligations à taux fixe, autour de 3 à 4%. Auprès de grandes entreprises américaines, cela permet de s'assurer un revenu fixe avec un faible risque de défaut. Tu l'as bien compris, ce type d'investissement permet des revenus récurrents, donc imposables, et est plus adapté à la création d'une rente ou pour compléter sa retraite par exemple, que pour faire croître significativement son capital. Les principales références pour comparer les performances de son portefeuille d'obligations sont les obligations de maturité 2 et 10 ans américains ou encore le S&P 500. Enfin, parlons d'un type d'investissement qui est très apprécié par les Français, l'immobilier, notamment l'immobilier locatif. Une bonne stratégie, parmi d'autres, est d'acheter des biens à grande surface, qui sont moins chers au mètre carré que les petites surfaces, dans des villes jeunes, à démographie croissante, où l'immobilier n'est pas surévalué, donc en évitant le top 5 des grandes villes de France, et de louer de petites surfaces, qui sont plus chères à la location au mètre carré que les grandes, en transformant par exemple un grand appartement en colocation de plusieurs chambres individuelles. Ce type d'investissement est celui qui demande le plus de temps pour analyser la rentabilité potentielle du bien à la location, selon le remplissage par exemple, et également du temps de gestion le long de la vie de cet investissement. C'est également le portefeuille le moins liquide, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus long de sortir de sa position immobilière qu'un portefeuille d'actions par exemple. Il faut trouver un acheteur, aller chez le notaire, etc. Il reste également sujet à des impôts et taxes régulières et croissantes en France en tout cas. Et bien sûr, l'avantage majeur de ce type d'investissement, c'est qu'en général, la banque peut en financer la plus grande partie. Un référentiel possible pour comparer la performance de son investissement locatif est de le comparer à la rentabilité brute moyenne de son bien en location versus comparer à la rentabilité moyenne de biens du même type dans la ville, région ou pays où se situe ton bien. Pour calculer sa rentabilité brute, généralement, il faut multiplier par 11 le loyer brut, donc en prenant l'hypothèse d'un mois vide dans l'année, et le diviser par le coût total du bien à l'achat. Un investissement locatif autofinancé a généralement un rendement au-dessus de 8% brut par an dans un contexte de taux bas. Voilà, nous avons fait le tour de 6 portefeuilles possibles côté actions, obligations et immobilier locatif pour de l'investissement long terme. Tu pourrais te demander maintenant comment décider dans quel portefeuille tu devrais te lancer. Pour répondre à cette question, il faut te demander quelle est ton aversion au risque, c'est-à-dire quelle est ta capacité à supporter de fortes variations de ton capital investi. En théorie, l'aversion au risque des investisseurs dépend de ses revenus et de son espérance de vie. Plus ton espérance de vie et tes revenus futurs sont bas, plus il faut avoir tendance à investir sur des titres moins volatiles, qui ciblent un rendement pas déconnant, mais qui expose en théorie moins de risques de son capital, tel qu'un portefeuille d'actions à dividendes, d'obligations, voire de l'immobilier locatif moyen terme. A l'inverse, plus ton espérance de vie est élevée et que tes perspectives de revenus futurs sont élevées, plus il est adéquat d'aller s'exposer à davantage de croissance, donc d'actions à croissance, voire à étudier de plus près des bonnes affaires côté value, donc action, valeur, et d'utiliser les leviers de l'emprunt de la banque dans un investissement locatif long terme. Après, garde bien en tête que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, car ce n'est pas possible de faire un conseil en investissement rigoureux via une vidéo publique sur YouTube. Car bien que je sois un professionnel des marchés, sache que chaque profil de risque est différent et nécessite une solution d'investissement spécifique. Voyons maintenant un 7e portefeuille plutôt court terme, un portefeuille option. Qu'est-ce qu'une option ?
Une option est un produit financier qui te donne un droit d'achat ou de vente d'un actif à un prix donné, à une échéance donnée. Quel que soit ton portefeuille long terme, lorsqu'il atteint un niveau assez conséquent, il y a une double utilité au produit option, que ce soit à l'achat ou à la vente d'options. Par exemple, acheter des puts sur le S&P 500. Un put, c'est le droit de vendre à une échéance donnée un indice, à un prix déterminé à l'avance, afin de se protéger contre un retournement de marché, sans avoir à paniquer en vendant ses actions. Imaginons que Théo a un portefeuille ETF S&P 500 et qu'on est dans un contexte d'inflation élevée et de taux d'intérêt élevés. Théo a de gros doutes sur la capacité des entreprises de S&P 500 à délivrer les résultats attendus par le marché. Pour protéger son portefeuille contre ce risque, sans vendre ses actifs, il achète autant d'options put sur le S&P 500 que nécessaire pour couvrir son portefeuille. Ainsi, il protège son portefeuille contre une baisse au mois de juillet, pendant les publications. Si le S&P 500 prend 5%, alors son portefeuille prend 5% et il n'exercera pas son option. Et si au contraire le S&P 500 perd 5%, il exercera alors son option put, son droit de vendre à un prix déterminé. Le gain de l'option compense la perte de son portefeuille. Il est donc neutre alors que le marché a baissé. Voilà, on a fait le tour de 7 portefeuilles et tu as pu remarquer qu'aucun n'est meilleur qu'un autre. Chacune de ces stratégies convient tout simplement à des profils de risque différents et d'espérance de vie et de ratio de gain sur risque spécifiques. Enfin, sur cette chaîne, je ne mettrai jamais en avant le trading court terme. Le trading court terme est rarement adapté à des investisseurs dont l'expertise principale n'est pas la finance. C'est plus pour des profils de professionnels qui savent jongler avec des mathématiques quantitatives avancées et qui sont excellents en programmation. Pour faire simple, si tu te poses la question de si tu devais investir sur le long terme ou le court terme, c'est que tu devrais investir sur le long terme en vérité. Tu gagneras beaucoup de temps et d'énergie. Également, je ne te parlerai jamais d'analyse technique ou graphique. C'est ce que j'appelle la voyance de la finance. Je mets un point d'honneur à déconseiller n'importe qui de faire une pratique qu'on voit beaucoup chez les influenceurs en finance, qui débutent et qui n'ont pas les bons raisonnements. Vraiment, ne faites pas d'analyse technique ou graphique. Pour ceux qui ne savent pas en quoi cela consiste, ça consiste à faire des dessins magiques sur des graphes et de prédire telle une voyante à la Madame Irma quelle sera la hausse ou la baisse du marché, basé uniquement sur des indicateurs qui sont en retard. Ça n'a jamais fonctionné, jamais. Et pour m'être livré à des backtests, des simulations quantitatives avancées, en fonds d'investissement sur ce sujet, tout le temps que passent les traders soi-disant techniques graphiques, c'est l'équivalent à jouer à pile ou face, car l'espérance de ces stratégies est de 50%. Donc ça revient à une chance sur deux d'être positif. Puis viennent les frais des transactions, ce qui donne des résultats forcément négatifs quand le nombre de trades est significatif, quand le nombre de trades est très grand. Pour résumer, la voyance et les traits magiques astrologiques, c'est pas pour cette chaîne. Ici, on se concentre sur du contenu sérieux, appuyé par l'expérience d'un professionnel du secteur que je suis. Troisièmement, je ne te parlerai pas de l'investissement sur les crypto-monnaies, car les cryptocurrencies n'ont pas de valeur intrinsèque. Et 99% de ce marché sont des arnaques grossières ou des ponzi, basés sur du pur marketing sans réelle valeur ajoutée. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder ma vidéo sur la fin des cryptos. Le lien est dans la description. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire si tu as des questions. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!